Voilà, je vais maintenant vous proposer de démarrer la deuxième table ronde, l'état du monde global en quête d'alternatives, climat, alimentation, santé, désertification, tous ces sujets, tous ces risques qui sont aujourd'hui des risques avérés, s'imposent dans notre agenda, de même que le nouvel équilibre géographique entre les différentes zones, les différents continents est aujourd'hui en question. Qu'il s'agisse d'équilibre diplomatique, commercial, démographique, politique, bien sûr. J'appelle pour traiter ces sujets Bernard Spitz, Monique Barbu et André Chiang. Je vous remercie de les applaudir. Voilà, prenez place. Bernard Spitz, on va commencer avec vous. Vous êtes le président de la Fédération française de l'assurance, membre du MEDEF et président même du pôle international et Europe du MEDEF. Vous êtes, j'allais dire, vous êtes chez vous, non pas que vous soyez marseillais, mais vous êtes le patron des assureurs. Je me sens très à l'aise à Marseille, Oui, très content. à l'aise à En plus, Marseille. quand on vient de Paris et qu'on vu la météo, tout le monde se sent très bien ici. Comment est-ce que vous voyez, vous avez entendu la première table ronde évidemment, comment est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut esquisser des solutions pour affronter ou des pistes pour essayer d'affronter le plus efficacement possible et le plus rapidement possible ce genre de défi? Est-ce qu'il y a des manières alternatives différentes d'aborder les sujets qui sont aujourd'hui en train d'émerger face à nous? Oui, alors c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est incroyablement changeant, on l'a dit tout à l'heure, la nature d'un certain nombre de risques. Ce qui est intéressant en plus, c'est de se dire que selon l'endroit d'où on voit les sujets, on n'a pas la même perspective. Par exemple, si on se dit, si on était russe, on se dirait le monde a basculé au moment de la chute du mur. Si on est chinois, mais je laisserai notre ami choisir la date, mais enfin, quelque part au moment où Deng Xiaoping a annoncé la grande révolution et où il a entonné la marche vers le marché. Si on est américain, le 11 septembre. Si on est arabe, peut-être les révolutions de 2011. Et si on est européen, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'on a cru en 2016 que quelque chose est en train de basculer entre le Brexit, l'arrivée de Trump, et on avait beaucoup de craintes pour 2017. On avait la crainte que les populismes, que les partis nationalistes balayent la construction européenne. Ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Et maintenant, on se dit que peut-être 2018 va consacrer ce tournant d'une Europe qui était en train de s'assoupir et qui est en train de repartir, potentiellement. Grâce à la France, grâce à l'Allemagne, on a eu hier un premier signe, ce n'est pas encore fait, mais d'un gouvernement de coalition. On aura les élections italiennes dans un mois, les choses vont se cristalliser autour de ce triangle, et peut-être que l'Europe, qui est en croissance, va donner le signal de ça. Alors, à côté de cet environnement donc, dont la perspective change selon l'endroit où on se place, il y a la réalité des faits. La réalité des faits, c'est à la fois des choses, des risques. Il y en a quelques-uns qui ont été abordés lors de la première table ronde, j'insiste pas là-dessus, les risques financiers, les risques... mais il y en a d'autres. Il y a la frustration des classes moyennes qui fait venir monter les populismes. Il y a, pour faire très vite, les fractures territoriales, et nos amis espagnols en voient quelque chose. Il y a la transition énergétique, il y a le terrorisme. Et puis, ce qui est nouveau et ce qui est fort, c'est la vitesse avec laquelle tout ça se passe. C'est-à-dire la montée en puissance de gens qui s'y disruptent des secteurs entiers, le champion des taxis qui n'a pas de taxi, le champion des hôtels qui n'a pas d'hôtel, et ainsi de suite. Les GAFA, bien sûr. Et la vitesse avec laquelle tout ça se passe rend les choses de plus en plus difficiles à prévoir. Donc la question, c'est, nous, dans notre environnement, quel est le type de réponse qu'on peut avoir? Et je pense qu'il faut distinguer la réponse que peuvent avoir les assureurs, la perception de ces risques, et puis dans un monde plus global. Alors, je ne sais pas si on a la possibilité de voir la slide qu'on avait préparée, parce qu'on a fait, j'ai un petit cadeau pour l'AMRAE, on a fait pour la première fois, on a interrogé l'ensemble des risques managers des compagnies d'assurance, et on leur a demandé de classer l'évaluation des risques en termes à la fois d'ampleur et d'occurrence. Ça mérite quelques commentaires. Voilà, alors vous voyez sur cette carte, on leur a demandé à court terme, 2018, et puis à long terme, enfin long terme, moyen terme, 2022. Donc quand ça se déplace du rond vers le carré, ça vous donne la tendance dans l'évolution.
Donc vous voyez comment ça se situe. On pourrait dire que le risque central, il est au cœur, au milieu de la carte. Et donc, ce qui est très net, là on pourrait le développer longtemps, mais on n'a pas le temps, donc je fais très vite. Mais vous avez une assistance qui est extrêmement perspicace, donc en quelques mots, vous allez en quelques mots, ils vont saisir la chose. De toute façon, ce sera disponible sur le site et elle est rendue publique aujourd'hui. Donc on voit bien à la droite de l'écran, c'est-à-dire là où c'est à la fois le maximum de risques maintenant et en 2022, et celui le plus probable, c'est les risques technologiques. C'est le cyber, évidemment. Et puis alors au-delà de ça, un certain nombre de choses qui derrière sont d'une certaine façon les monnaies virtuelles, et puis tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, et puis et qui se stabilise comme étant un fait structurant et durable. Donc c'est la perception Donc, pardon de vous interrompre, Bernard, mais ça veut dire que lorsque le carré et le rond sont très proches sur les risques technologiques, ça veut dire que la perception de l'intensité du risque est la même aujourd'hui et dans quelques années. C'est ça, on n'attend pas que cette perception diminue. Par exemple, le contraire, c'est le risque réglementaire. Il est très intéressant, le risque réglementaire va se réduire. Oui, mais ça, à mon avis, c'est un faux. C'est juste que les professionnels sont très très inquiets du risque qui leur pend au nez et qu'ils se disent que les trucs plus lointains, on a le temps de voir venir. Mais que ce soit les IFRS 17 ou Solvency 2 dont parlait M. Donnet tout à l'heure, ils sont là. Et puis, donc, il y a les risques environnementaux qui sont au centre de la carte. Il n'y aurait certainement pas été il y a encore quelques années, c'est une évolution. Et les risques sociétaux sont mis en retrait. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot sociétaux? C'est les crises, c'est le chômage, c'est les pandémies, c'est des choses très, 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 très diverses. Est-ce que c'est la fracture politique entre générations, entre population riche, population pauvre, financement des retraites, etc. Tout ça. Et les risques politiques. Donc, pour répondre en un mot à ce type de perception, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a d'abord ce que le métier des assureurs peut faire, c'est prévenir le risque, et on voit bien, et le gérer. Et on voit bien que ça passe par de nouveaux instruments, une nouvelle approche du service rendu par les sociétés d'assurance. Et on le voit bien notamment dans le cadre du cyber. Il faut inventer une nouvelle forme d'assurance, mais il faut aussi développer la prévention et l'éducation. On l'a dit tout à l'heure, 99 cas sur 10 viennent c'est encore plus vrai dans le cas du cyber. C'est vraiment des inattentions ou des manques de vigilance qui facilitent en tout cas, à défaut de les créer, la malveillance et la criminalité technologique. Donc ce travail pour les assureurs et singulièrement au sein des entreprises, et c'est pour ça qu'avec l'AMRAE et avec le Club des juristes, on a travaillé spécifiquement sur le cyber. On a rendu récemment, il est à votre disposition, un rapport sur comment on assure le risque cyber. Donc il y a l'action privée, puis il y a l'action publique, bien sûr celle des États, et puis celle qui est multilatérale, parce qu'on a là une situation qui est globale. On parlait de Davos tout à l'heure. À Davos aussi, on a fait une carte des risques. Elle a des constantes, l'évolution, la prise de conscience du risque cyber, mais elle a aussi des différences, parce que là-bas, on regardait l'ensemble des économies, et là, on regarde à travers le prisme des assureurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne réglera pas un problème global, et notamment la montée des populismes, le protectionnisme, etc., par des réponses partielles, sinon par une réponse globale. Et l'un des enjeux actuels, qui rend préoccupante l'attitude des États-Unis, c'est que c'est par le jeu multilatéral qu'on peut apporter des réponses. On l'a vu sur le climat avec la COP21, mais plus globalement, à travers le G20, il est important de réintroduire, et ça a été dit à Davos, notamment dans le discours du président de la République, il faut réintroduire une dimension, la reprise en compte de la question sociale et des sujets sociaux en général, c'est-à-dire la responsabilité économique et sociale, ça comprend aussi l'environnement et le reste. Il faut l'introduire dans la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, le système mondial, il a été construit à Bretton Woods et il s'inspire uniquement de réponses économiques, Banque mondiale, OMC, FMI, OCDE. Et le social est nulle part. Le social, il est dans une organisation qui est à Genève, qui date de la Première Guerre mondiale. Et si on vous disait que les Martiens l'avaient enlevé il y a 30 ans, vous ne vous apercevriez pas de la différence parce qu'elle est out du champ. Et l'important, c'est de reploguer la dimension sociale sur le reste de la dimension économique et politique. Et ça, ce sera un des enjeux de l'année à venir. Le G20 qui se déroule en Argentine, le G7 qui se déroule au Canada et l'année prochaine en France. Merci beaucoup Bernard Smith. Je voyais Monique Barbu
ne pas partager complètement le body language. Monique Barbu était claire, vous ne partagez pas l'idée que le social a été mis out. Monique Barbu est la patronne du Fonds pour l'environnement mondial, elle est secrétaire générale adjointe de l'ONU, des Nations Unies, de ce machin, comme disait De Gaulle, et de ce que Bernard Smith décrit comme quelque chose qui n'est plus suffisant dans la gouvernance mondiale pour intégrer... Je parlais de l'OIT, pas de le... Toutes les, oui, bien sûr, mais l'OIT, dans les grandes structures internationales, qui n'est plus suffisante pour intégrer cette dimension sociale. Ça vous choque qu'on dise que le social est out ? Non, ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est de décrire le système multilatéral uniquement par les entités économiques de ce système multilatéral, parce que le système de Bretton Woods n'est qu'un morceau des Nations Unies. Il fait partie des Nations Unies. Mais en même temps, ce que vous avez dit, c'est le sentiment quasi général. Quand je dis que je travaille aux Nations Unies, les 3/4 des gens, ils me demandent c'est quoi ça ? Alors, en même temps, Maurice Chevalier, quand on l'interrogeait sur le fait de vieillir, il disait oui, certes, c'est difficile, mais je préfère ça à l'autre éventualité. Eh bien, c'est un peu la même chose, parce que si le système multilatéral disparaît, c'est quoi l'autre éventualité ? C'est la force prime le droit, on l'a connu. Et donc, voilà pourquoi Voilà pourquoi vous étiez... Vous donniez le sentiment de dénier un petit peu ce que disait Bernard Smith. Philippe Denet, tout à l'heure, parlait de risques géopolitiques, climatiques, démographiques, avec les conséquences, par exemple, pression migratoire, etc. Tous ces sujets sont au cœur de votre mission. Vous êtes, vous, en charge de la lutte contre la désertification dans le monde. Cette lutte est une lutte protéiforme, au fond, puisque, en effet, ça couvre tous les sujets climatiques, de développement, de démographie, de politique aussi, et de stabilité des régimes ici et là dans le monde. Comment est-ce que vous présentez votre mission ? Moi, simplement, avant d'en parler, je voudrais aussi alerter les gens sur le fait qu'il y a un peu trop de raccourcis. Parce que maintenant, lorsqu'on parle environnement et risque, on parle du risque climatique. Eh bien, le risque climatique, c'est un amplificateur. Mais ce n'est pas ça le principal risque. Parce que s'adapter au changement climatique, l'être humain pourra, peut-être. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que si on continue à perdre autant d'espèces en matière de biodiversité qu'on le fait aujourd'hui, notre espèce va disparaître. Parce qu'un certain nombre de ces espèces qui disparaissent sont essentielles à notre survie. Et donc, il faut faire attention aux raccourcis à chaque fois. Alors, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je travaille sur, effectivement, le sujet de désertification et de dégradation des terres, qui est un sujet monstrueux, parce qu'il est très, très lié aux crises qu'on connaît sur les migrations, sur les conflits. Juste vous donner quelques chiffres. 100% des migrants illégaux qui rentrent en Europe ces dernières années, pas 90%, 100% des migrants illégaux viennent de zones arides. Alors certes, on n'est pas obligé de faire de lien. On peut dire qu'il y a des migrants politiques, les Syriens, les Afghans, et des migrants économiques, les Sénégalais. Ben, moi, je dis simplement que tous les migrants économiques vont devenir des migrants politiques si on continue à ne pas regarder un certain nombre de choses. En particulier, aujourd'hui, vous avez sur cette planète 500 millions de petites fermes. Petites fermes, ça veut dire moins de 2 hectares, qui emploient directement 2 milliards d'individus et qui nourrissent 80% de la planète, parce que l'essentiel de la planète n'est pas nourri par Unilever. Si les dégradations des terres continuent comme on l'a connu, ces 500 millions de fermes vont disparaître avec ce que cela veut dire. Si vous prenez la Syrie, vous pouvez expliquer la Syrie par le manque de démocratie de M. Assad. Nous avons une autre explication.
Entre 2006 et 2010, la Syrie a connu les 3 années les pires de sécheresse que ce pays n'ait jamais connu de son existence. Cela a jeté 1 million de paysans dans les rues. Ce million de paysans a colludé avec 1 million de réfugiés irakiens. Tout d'un coup, vous vous êtes retrouvés avec 2 millions d'hommes dans les rues de Syrie, dans les villes, avec aucun espoir. Ben moi, je vais vous dire une chose. Si demain, il y a 2 millions d'hommes dans les rues de Paris sans espoir, on créera la même révolution. Et donc, c'est ça qu'il faut voir dans les choses qui se produisent un peu partout. Alors, votre action? Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'en même temps, eh bien, il faut que le système multilatéral évolue. Par exemple, aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne reconnaît pas les questions d'environnement comme des questions de risque politique. Et donc, refuse de traiter ces questions-là. Ça prouve quand même qu'il n'y a pas une grande évolution là-dessus. Dans le même temps, vous avez de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui revendiquent avoir un rôle à jouer dans la gouvernance mondiale. Et qui en font même un argument. Oui, certes. Parfois. D'accord. Et moi, j'attends que ces entreprises, si elles revendiquent un droit à la gouvernance, acceptent aussi les responsabilités qui vont avec. Et moi, j'attends des constructions de coalitions là-dessus entre les États et les entreprises. Pour vous donner un exemple, on vient de créer un fonds avec Natexis Mirova sur le postulat qu'on pouvait restaurer des terres dégradées et y avoir de l'argent à gagner. Nous, en tant que Nations Unies, nous avons monté ce fonds. Nous avons financé entièrement les premières études parce que c'était quelque chose d'assez novateur, c'était pas évident, c'était compliqué. Natexis ne voulait pas s'engager comme ça. On a dit, OK, on va prendre les risques de départ. Et c'est vrai que ça aurait pu ne pas fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que ce fonds, cette année, sera capitalisé à 300 millions d'euros en 2018. Et avec une gestion maintenant complètement privée, puisqu'elle est dans les mains de Natexis. Eh bien, ça, c'est le type d'engagement responsable qu'on attend des entreprises. Moi, ce que je ne veux pas, c'est simplement de la philanthropie d'entreprise. C'est du vrai business model. Et sur les assurances, il y en a un à monter. Monique Barbu, pardon, mais est-ce que ça ne veut pas dire que les États au fond, acceptent une forme de démission de leur rôle sur le bien commun? Est-ce que c'est à l'entreprise de se saisir du bien commun? Non, l'État doit financer le risque. Et c'est pour ça que ce que vous disiez dans la précédente table ronde en conclusion, c'est extrêmement important. Il faut accepter de prendre des risques, il faut accepter de perdre aussi. Une prise de risque, c'est aussi d'accepter de perdre. Et ça, c'est aux États de le faire. Mais en revanche, quand il y a ensuite quelque chose qui fonctionne, il n'y a pas de raison que ce soit les États qui continuent sur les exercices. Mais bien évidemment, on ne peut pas dire aux entreprises, une fois qu'on a mis en place quelque chose, bon, vous allez le gérer. Et c'est pour ça qu'il faut les associer dès le départ à la conception. Mais en acceptant, nous, de prendre le risque au démarrage pour qu'ensuite, sur les lancers, ce soit les grandes compagnies qui puissent le faire. Vous disiez les assurances devraient s'y mettre, ou en tout cas devraient saisir des sujets. Pour l'instant, ça n'est pas le cas dans le monde? Non, pour le moment, enfin, je veux dire, bien entendu, il y a des compagnies d'assurance, par exemple, qui ont leur fondation, des choses comme ça. Mais quand on parlait, par exemple, des 500 millions de fermes, de 2 milliards d'individus, eh bien moi, ce que j'attends, c'est un système complet d'assurance sécheresse, par exemple, qui pourrait être conçu par les compagnies d'assurance et puis qui ensuite peut se décliner de façon différente. Et ça demande des intelligences de beaucoup de gens. Mais ce n'est pas à vous de monter ces projets? Ce n'est pas à vous d'être la puissance initiatrice, celle qui, en l'occurrence, dit ben voilà, on va vous démarcher pour faire ça? Nous sommes prêts à être à l'initiative,
mais moi je n'ai pas l'expertise assurance. Et c'est là où j'ai besoin de m'associer avec d'autres. Bon, en tout cas, le message est lancé. Juste un mot, je crois me souvenir que le budget de la fondation Melinda Gates, c'est-à-dire la fondation de Bill et Melinda Gates, est supérieur à celui de l'OMS. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce que cette chose à la fois fantastique et invraisemblable, une initiative, une fondation privée dont les moyens sont supérieurs à ceux d'une organisation comme l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que c'est ça qui va se produire dans les autres domaines? C'est possible que cela soit ça. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en réalité, les Nations Unies sont certainement perfectibles, mais c'est au moins une volonté d'État, soi-disant, qui représente un intérêt général. Ces fondations, ce sont des fondations privées qui donc vont suivre des intérêts de quelques individus qui souhaitent mettre l'accent. Alors si les Gates veulent faire de la santé, on va financer la santé et puis on financera rien d'autre. Et donc ça, moi je ne suis pas sûre que c'est ça dont on a envie non plus. Et donc il faut trouver un juste milieu. Il faut bien entendu que les causes d'intérêt général ne soient pas dictées par des intérêts privés, mais ensuite qu'il y ait des relais de grandes entreprises ou de grands fonds privés. Oui, certes, on le voit de plus en plus. Il le faut. Et en Chine aussi, on le voit de plus en plus. Justement, j'allais poser la question à André Chiang et après je demanderai à Ménard Smith de réagir. André Chiang, sur ce point-là, sur l'intervention précisément de l'univers du monde privé dans toutes ces questions d'intérêt commun, de bien commun, comment est-ce que vous voyez les choses progresser en Chine? Alors, il faut bien constater que l'économie privée en Chine est pour l'instant quelque chose de relativement récent, donc qui prend une place de plus en plus importante, et on a tendance à la sous-estimer, mais pour l'instant il est encore trop tôt pour qu'on puisse véritablement parler de cela. Alors, ceci dit, les groupes privés chinois deviennent de plus en plus puissants et commencent aussi à s'intéresser à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. C'est un moyen pour eux de dépasser leurs frontières et d'imposer leur image dans le monde? Alors, dépasser les frontières, je n'en suis pas sûr, parce qu'on se rend bien compte que les groupes chinois sont quand même extrêmement domestiques. Pour l'instant, il y a encore très peu de groupes. Alors, il y a des groupes qui sont extrêmement importants parce que la Chine est un grand pays, mais il y a relativement peu de groupes qui sont vraiment internationaux. Je vais vous redonner la parole dans un instant. Bernard Spitz, sur ces questions qui étaient évoquées par Monique Barbu. Oui, d'abord dire que, au grand désespoir de Nicolas Bétou, qui essaie de créer de la tension entre les uns et les autres, mais non, on est absolument d'accord. Non, mais une discussion. Non, mais je lis le désespoir sur votre visage. Non, on est entièrement d'accord et la démarche est complémentaire. Alors, quelques remarques. Les assureurs jouent un rôle important dans ce qu'on appelle la finance verte. En France, c'est les premiers investisseurs en matière de finance verte et ils jouent un rôle à triple rôle, puisqu'ils sont dans l'indemnisation, mais ils sont également dans le financement et dans la prévention. Donc c'est typiquement un secteur, c'est assez récent comme démarche, mais on l'a d'ailleurs été complètement associé dans la démarche COP21. Deuxièmement, vous parlez de l'assurance agricole. C'est un sujet très spécifique, qui est bien connu, je pense, dans la salle. Alors, l'exemple français vaut ce qu'il vaut. Évidemment, il ne porte pas forcément sur la question des zones que vous évoquez, mais rien qu'en France, on a deux problèmes. On a un problème qui est celui de l'assurance agricole, qui est un problème de mutualisation, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui y sont, donc du coup c'est cher, et du coup c'est cher, donc il y a peu de gens. Et voilà, donc la question c'est de franchir ce cercle vicieux. On y travaille, on a beaucoup j'ai personnellement mené plusieurs réunions avec les responsables au Parlement sur le sujet, et on est en train de faire des gros progrès, y compris avec de nouvelles technologies qui nous aident à avancer dans ce domaine. Après, la sécheresse fait partie des sujets qui sont couverts par le champ des CatNat. Bien sûr. On parle toujours des inondations, et évidemment l'actualité ne va pas démentir, mais la sécheresse, lorsqu'on a fait des études dans le cadre de la COP21, on a fait des projections à horizon de 2020, et on s'aperçoit, et dans les 20 prochaines années, on s'aperçoit que si on ne faisait rien, le risque de sécheresse, en termes de coûts, en termes d'impact, doublerait. Donc la sécheresse, ça fait partie. Et donc de ce fait, il y a en France un système, malgré tout, en termes de CatNat, qui
prévoit un partage de la responsabilité, du financement entre l'État, c'est-à-dire la collectivité, entre les assureurs. Comment on développe ça au niveau international? C'est là qu'on rentre dans le multilatéralisme. Et ce qu'on disait est parfaitement complémentaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être contre le multilatéralisme. Au contraire, il s'agit au moment où il est remis en cause par des positions américaines de revenir dessus, mais il s'agit de le modifier et effectivement d'y réintégrer une dimension et de modifier la gouvernance internationale. Lorsque Madame dit qu'il faut que le Conseil de sécurité puisse accepter, ça veut dire modifier le fonctionnement actuel de la gouvernance nationale. Lorsque à l'OMC, l'organisme qui s'occupe de gérer les conflits, prend en compte telle ou telle disposition pour sanctionner tel ou tel pays... Sur les conflits commerciaux. Hein. C'est un acte majeur sur le plan multinational. Et lorsqu'on finance dans un pays émergent, en zone aride, à peu risque politique ou pas, un projet par la Banque mondiale ou l'FMI, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en compte de la dimension sociale. Il se peut qu'il y en ait, il se peut qu'il n'y en ait pas. S'il y en a, personne ne l'a validée. Si elle est validée, personne ne la suit. Et si elle n'est pas suivie, il n'y a pas de conséquences. C'est un système qui ne fonctionne pas. C'est comme un système dans lequel il n'y aurait pas de ministère du Travail, pas de ministère des Affaires sociales, et on s'étonnerait que les gens soient dans la rue. Il faut remettre ce système d'aplomb, et ça, c'est l'enjeu actuel qui se pose sur le plan international, et il faut que tout le monde y participe. Pas de ministère du Travail, tout le monde serait dans la rue. S'il n'y avait pas aucun ministère des Affaires du Travail, aucun ministère des Affaires sociales... Pas de ministère des Affaires sociales, je comprends, pas de ministère du Travail. Les deux, il n'y a rien. Il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de ministère du Travail. Enfin bon, je ferme la parenthèse, pardon. André Schenk, je vous ai passé la parole tout à l'heure, avant même de vous présenter. Vous êtes, même si vous n'avez pas aimé ce que je vais vous dire, vous êtes un des hommes les plus influents dans la relation entre la France et la Chine. Vous êtes quelqu'un qui... vous êtes né à Marseille. Et vous partagez votre vie entre la France et la Chine. Vous arrivez tout juste de Pékin via Shanghai et via Paris, ce qui était la partie la plus difficile de votre périple. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait une vision, j'allais dire large, la big picture de ce qui se passe en Chine en ce moment. On a beaucoup parlé du 19e congrès du Parti communiste avec ces changements importants, en tout cas de ce qu'on en a vu, hein, de ces changements importants que le président Xi Jinping a installé à la tête du parti et donc du pays. Vous avez une vision un peu différente de ce qu'on en a dit en France et vous avez une vision de ce qu'est l'ambition de la Chine au travers de Xi Jinping qui mérite d'être exposée. On vous écoute. Oui, mais merci Nicolas d'avoir rappelé notamment que j'étais Marseillais. Alors, quand je reviens à Marseille, je retombe un petit peu en enfance. Et c'est la raison pour laquelle, si vous me permettez, je vais commencer par une devinette. Je vais demander quel est le point commun, d'après vous, entre M. Macron et M. Xi Jinping. Bon, quand je n'ai pas de réponse, je vais vous dire, en fait, je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais je vais commencer par le premier d'entre eux, qui me paraît très frappant, c'est leur goût commun pour les discours fleuves. Nous savons que M. Macron ne peut pas faire de discours de moins d'1 heure. Mais M. Xi Jinping le bat, puisqu'au 10e congrès, nous en parlions tout à l'heure, il a fait un discours de 3h30. Bon. Alors, je vous ai demandé un petit peu de temps, mais vous ne m'avez laissé que 10 minutes. Alors, je vais être obligé de raccourcir un peu mon propos. Alors, je vais commencer par la phrase centrale de ce 10e congrès, c'est le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Bon. C'est la phrase importante. Pourquoi ? On parle d'abord de socialisme aux caractéristiques chinoises. Alors là, ce n'est pas une invention de Xi Jinping, c'est Deng Xiaoping qui avait émis cette idée. L'idée consiste à dire que le socialisme doit être adapté aux conditions, aux réalités de la Chine, à son histoire, à sa géographie, à sa culture. Ce que Xi Jinping a fait au 10e congrès, c'est de rajouter une dimension temporelle. C'est-à-dire que là, nous entrons dans une nouvelle ère, et dans une nouvelle ère, la contradiction principale de Xi Jinping a changé. Et là, quand on parle de contradiction principale, il se réfère à un autre personnage de l'histoire de Chine, qui est tout simplement Mao. Je rappelle que Mao Tse-tung, en 1937, a écrit un essai donc, très important qui s'appelle « De la contradiction ». Et dans cet essai de 1937, Mao explique qu'il ne faut pas avoir peur des contradictions, parce que les contradictions, il y en a partout. La contradiction est constitutive de la vie. Donc, et ce serait le deuxième point commun que je retrouverais. En même temps donc, est chinois
avant d'être macronien. Mais, bien qu'il y ait des contradictions, il faut surtout repérer la contradiction principale. Et la contradiction principale a changé. Donc, elle était avant quantitative, c'est-à-dire que l'économie ne produisait pas suffisamment pour la population. Elle est devenue maintenant inadaptée, c'est-à-dire que ce que l'économie produit ne correspond plus aux besoins diversifiés de la population. Et SI fixe deux objectifs, ce qu'on appelle les objectifs des 2 centenaires. Et ça, je vais juste rappeler, le premier centenaire, c'est 2021. Pourquoi 2021? Parce que 1921 a été la date de la fondation du Parti communiste chinois. Et pour 2021, Xi Jinping souhaite que la Chine puisse réaliser le rêve de Deng Xiaoping, c'est-à-dire d'arriver à ce qu'il appelait l'aisance moyenne. Et le deuxième centenaire, c'est 2049, puisque c'est le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et pour cela, je vais vous lire la phrase. Donc Xi Jinping souhaite que la Chine devienne un pays socialiste, moderne, fort, démocratique, culturellement avancé, harmonieux et beau. Et pour arriver à ces objectifs, je reprendrai, alors on a parlé beaucoup de Davos tout à l'heure, donc bien sûr les deux vedettes de Davos étaient M. Macron et M. Trump, mais un personnage quand même très important, qui est un personnage envoyé par les Chinois, qui est M. Liu He. Donc je vous invite à vous rappeler son nom, parce que c'est quelqu'un dont on reparlera dans son prochain avenir. Et M. Liu He a bien expliqué à Davos que désormais en Chine, il y avait 3 nouveaux combats. Le premier, c'est la prévention des risques, nous sommes en plein dedans, notamment les risques financiers. Le deuxième, c'est l'éradication de la pauvreté absolue. Et le troisième, c'est la protection de l'environnement. C'est-à-dire que vous voyez qu'en Chine, on a complètement changé de priorité. Donc on n'est plus à obtenir 6%, 6,5% de croissance. Vous les avez. Vous les avez, ceux-là. Ouais. On considère que ça fait acquis, c'est-à-dire que dans les 5 prochaines années, la Chine n'a pas d'inquiétude particulière pour obtenir ces 6 à 6,5% de croissance. Donc les 3 nouvelles priorités sont celles que j'ai indiquées tout à l'heure. Mais je voudrais revenir un peu aux objectifs 2049, donc les différents qualificatifs qu'a donné Xi Jinping. Et je voudrais faire quelques commentaires. Je voudrais commenter 2 mots qui s'y trouvent et un mot qui ne s'y trouve pas. Alors, des mots qui s'y trouvent, le premier, c'est le mot harmonie. Et l'harmonie, c'est la notion centrale maintenant autour de laquelle se construit la Chine. L'harmonie, c'est celle qu'on peut trouver, c'est celle qu'il faut obtenir au sein de la population. Et là, nous retrouvons les idées qu'on a déjà citées tout à l'heure, c'est-à-dire l'inclusion. La croissance doit être inclusive, c'est pour ça que la pauvreté absolue doit être éradiquée. C'est l'harmonie entre l'homme et la nature, d'où la notion de protection de l'environnement. Et c'est l'harmonie entre les différentes nations du monde. C'est ce que Xi Jinping appelle la construction d'une communauté de destin pour l'humanité avec son projet Belt and Road Initiative. Donc, la route de la soie. Alors, ce qu'on appelle parfois les nouvelles routes de la soie. Donc, qui est considéré, alors de façon un peu diverse, parce que parfois on considère que c'est une espèce de néocolonialisme chinois, mais les Chinois, Xi Jinping, considèrent que c'est beaucoup plus un espèce de plan Marshall, un nouveau plan Marshall à l'échelle de la planète. Le second mot que je voulais commenter, c'est le mot démocratie. Alors, appliqué à la Chine, en général, il suscite incrédulité ou sarcasme, parce qu'on considère que... Ou espoir. Bon, vous êtes bien gentil. Ouais. Espoir. Peut-être un jour, non? Mais l'Occident, de manière générale, considère que la démocratie est une rigolade en Chine, puisque le pouvoir n'a pas de légitimité, puisqu'il n'est pas élu au suffrage universel. Alors, je ne voudrais pas défendre le système chinois, mais je voudrais juste donner une explication, peut-être. C'est que la Chine dit la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et en un seul mot, les Chinois considèrent qu'il est aussi important de savoir ce qu'on fait pour le peuple que de savoir si on a été effectivement élu et si la légitimité qu'on a eue est due au suffrage universel. Autrement dit, les Chinois distinguent entre la légitimité a priori, de comment avez-vous obtenu le pouvoir, de la légitimité a posteriori, c'est qu'est-ce que vous avez fait de votre pouvoir. Et la Chine insiste beaucoup plus sur ce qu'une démocratie fait pour le peuple que sur la façon
dont a pu obtenir le pouvoir. Alors, je ne dis pas qu'elle a raison, je dis simplement que c'est sa vision de la démocratie. Et le mot qui manque... Alors, le mot qui manque, alors, donc vous avez deux mots, harmonie et démocratie, qui sont dans le discours. Quel est le mot qui manque? Et le mot qui manque, c'est le mot liberté. Donc, on voit qu'il n'y a pas le mot liberté parmi les objectifs en question. Alors, j'ai lu le discours de 3h30 et je m'aperçois que le mot liberté n'est pas absent, mais il n'est cité, à ma connaissance, qu'une seule fois. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que Xi Jinping ne considère pas que la liberté n'existe pas ou n'est pas importante, donc il le cite quand même, mais il considère que la liberté a peut-être moins d'importance pour l'ensemble de la société que l'importance qu'on peut lui donner dans les pays occidentaux. Autrement dit, et ce serait un peu ma conclusion, le véritable modèle, c'est un véritable modèle de société que Xi Jinping expose, de société dans laquelle on parle beaucoup plus d'harmonie, donc dans laquelle on parle de démocratie, mais avec un sens, comme je l'ai dit, qui est un peu différent de ce qu'on prend en Occident, et dans lequel la liberté joue un rôle, mais sans doute moins important que... Donc, c'est un véritable modèle de société que Xi Jinping expose, et finalement, ma conclusion sera que, en définitive, il n'y a actuellement dans le monde que deux dirigeants qui aient un véritable plan pour l'ensemble de la planète, c'est Xi Jinping avec le Belt and Road Initiative, et c'est Emmanuel Macron avec son fameux Make the Planet Great Again. Ce sera le troisième et dernier point commun que je citerai entre les deux personnages. Merci beaucoup. Merci pour cette analyse de 3h30 de discours en quelques minutes. C'était évidemment un défi compliqué. Est-ce que ce modèle qui est construit, qui est décrit, tel que vous venez de le raconter, est un modèle que la Chine veut exporter? Alors, vous avez employé une expression qui est très intéressante, c'est le mot modèle. Parce que c'est la première fois que, effectivement, la Chine dit qu'elle a un modèle. Jusqu'à présent, elle disait le contraire. Quand on disait, est-ce que c'est un modèle chinois? Est-ce que vous avez un modèle chinois? Elle disait, non, non, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle. Et là, pour la première fois, Xi Jinping parle d'un modèle chinois. Mais il faut bien voir que le modèle qu'il explique n'est pas un modèle, j'allais dire, qu'il veut imposer au reste du monde. C'est un modèle qui est une alternative. C'est-à-dire que vous savez que, donc on a parlé du, enfin, on connaît bien le modèle démocratique, démocratie, enfin, ce que Fukuyama appelait la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était il y a 15 ans. Hein. C'était il y a 15 ans. Bon. Donc c'était démocratie plus économie de marché. Oui. Bon. Et tout ceci a été traduit par ce qu'on appelait le consensus de Washington. Oui. Bon. Alors, on se rend compte que le consensus de Washington, finalement, n'a rien donné. C'est-à-dire que le consensus de Washington, dont on a parlé dans les années 90, pendant 10 ans, l'Afrique n'a absolument... Enfin, l'Afrique, qu'est-ce que cela s'expliquait? L'Afrique n'a absolument pas bougé. Et l'Afrique n'a véritablement commencé à prendre son essor, je dirais qu'à partir du moment où les Chinois s'y sont intéressés, en réalité. Donc, en tout cas, où ils ont mis une pression telle que les autres parties du monde s'y sont intéressés davantage. Voilà, bon. Donc pour la première fois, là, et ça c'est aussi important, si on parle du modèle chinois, on va dire que c'est un modèle alternatif. C'est-à-dire, on ne vous impose pas, et la Chine ne va absolument pas imposer son modèle, mais si vous pensez que le consensus de Washington ne s'applique pas à votre pays, et ça s'adresse en particulier aux pays d'Asie du Sud-Est, aux pays d'Afrique, aux pays d'Amérique latine. Alors voici ce que je peux vous proposer, moi, Xi Jinping. Si, voilà. Est-ce que la Chine est une... Le mot a été employé tout à l'heure par Brigitte Boucaud dans son introduction. Est-ce que c'est une démocrature? Démocrature, c'est-à-dire la contraction entre démocratie et dictature. Alors, là, je sors de mon domaine de compétences. Je ne sais pas un politologue. Non, est-ce que dans un discours où on parle de démocratie, d'harmonie, mais si peu de liberté, est-ce qu'on est quelque part entre la démocratie et la dictature dans une démocrature? Alors, j'ai du mal à répondre à votre question parce qu'on se trouve dans deux systèmes qui sont complètement différents. Si vous regardez le système chinois, là, je dirais que le système occidental est un système dans lequel on cherche la vérité et dans lequel la légitimité, a priori, encore une fois, est un peu importante. Je donne un exemple. Quand M. Tony Blair donc, a lancé la Grande-Bretagne dans la guerre contre l'Irak, bon, à l'époque, cette guerre était complètement illégitime, puisque vous vous rappelez, c'était pour supprimer les armes d'instruction massive de Saddam Hussein, dont on s'est rendu compte qu'elles n'ont jamais existé. Bon.
Et par ailleurs, cette guerre était extrêmement populaire puisque la très grande majorité du peuple britannique était contre. Et pourtant, Tony Blair a pu lancer son pays dans la guerre contre l'Irak et personne ne lui a reproché parce qu'il avait cette légitimité a priori d'avoir été élu par le suffrage universel. Je peux vous dire, si Tony Blair avait été en Chine, il aurait, comme on dit en Chine, perdu le mandat du ciel. Parce qu'en Chine, on a un système qui est complètement différent, vous n'avez pas de légitimité a priori, mais si ce que vous faites ne correspond pas à ce que vous veut expliquez, à ce que le le peuple veut, alors, à ce moment-là, vous perdez le mandat du ciel. Malik Barbu, cette route de la soie, One Belt, One Road, One Belt, est-ce que c'est un moyen est-ce que c'est un outil qui est au service de vos objectifs à vous? Oui, mais bon, bien évidemment, je n'ai pas le talent et je ne connais pas la Chine comme vous, mais je la connais quand même très bien. Et quand vous parliez tout à l'heure de modèles, je voudrais simplement renforcer ce que disait M. Chang. Je ne pense pas que les Chinois soient dans l'état d'esprit où nous, Occidentaux, avons été. Ils ne cherchent pas à exporter, à vendre. C'est une population déjà d'1 milliard d'individus. Leur marché, ils l'ont déjà. Leurs amis, ils les ont déjà. C'est pas, ils ne sont pas dans un système de donneurs de leçons comme nous l'avons été pendant des années et des années. Mais ce que cela montre, c'est que le multilatéralisme dont on parlait tout à l'heure, il est en train, qu'il y a un changement dans l'équilibre des pouvoirs. Et ça, c'est extrêmement important à noter. Parce qu'on parlait de la Chine, mais vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez le Brésil, vous avez le Mexique, qui demandent eux aussi à être reconnus sur un certain nombre de choses extrêmement importantes. Et il faut arrêter de regarder le multilatéralisme comme étant en fait une relation entre les États-Unis, la France et l'Angleterre. Ça, c'est du passé. Alors maintenant, sur la route de la soie et le One Road, One Belt, moi je voudrais simplement dire qu'effectivement, c'est un des programmes les plus intelligents que j'ai vu monter sur les questions de financement de l'environnement sur des pays quand même extrêmement pauvres. Alors, One Road, One Belt, c'est 49 pays, c'est toute l'Asie centrale, c'est un certain nombre de pays très, très, très pauvres. Les financements, en plus, que la Chine a mis en place sans rien demander à personne, c'est colossal. Simplement en argent privé, c'est 4,9 milliards d'euros qu'ils ont levés pour le financement de ce programme, en argent privé. Vous voulez dire que c'est très peu par rapport à... Non, c'est énorme. Après, avec 4,9 milliards, on ne fait pas la route de la soie. Mais c'est de l'argent privé. D'accord. À part ça, donc il y a tout c'est l'effet leverage. À part ça, il y a tout l'argent de l'État. Mais c'est comme si vous disiez demain, je monte un programme sur l'Afrique, moi, Monsieur Macron, en France, et j'attends de voir ce que les entrepreneurs français vont mettre. Oui, mais ça, vous le savez très bien. Vous avez été un des dirigeants, une des dirigeantes de l'AFD, l'Association française de développement. André Chiang, juste un mot, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est exactement que la route de la soie. Cette route de la soie dont Emmanuel Macron a souhaité qu'elle soit une route à double sens, c'est-à-dire non pas seulement de la Chine vers le reste du monde, mais aussi du reste du monde, la France en particulier, vers la Chine. C'est quoi cette route de la soie? Alors, en quelques mots. Hein. Oui, alors la route de la soie, d'abord, c'est une expression très trompeuse. Parce que, effectivement, à l'origine, on a parlé de la reconstruction de la route de la soie. En réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ça, puisque, par exemple, maintenant, dans la route de la soie, il y a la Nouvelle-Zélande, alors que la Nouvelle-Zélande n'a jamais fait partie de la route de la soie. Bientôt, il y aura l'Amérique latine qui en fera partie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste. Bon. Donc, quand les Chinois parlent de Belt and Road, pourquoi? Parce que Belt, c'est la route de la soie terrestre, Road, c'est la route de la soie maritime, mais en réalité, ça englobe quelque chose de beaucoup plus vaste que cela. Et comme je disais tout à l'heure, pour les Chinois, tout le monde peut adhérer finalement à ce système. Ce sont des grands travaux gigantesques qui doivent créer des routes et des chemins de fer, des voies maritimes, des routes, des chemins de fer. C'est l'illustration d'une théorie chinoise qui est qu'on ne peut pas développer un pays si on ne développe pas ses infrastructures. C'est-à-dire que la base,
c'est l'infrastructure. Le consensus de Washington voulait absolument lier donc une certaine réglementation politique et un certain savoir-faire avec le développement économique. La Chine dit, avant toute chose, il faut développer des infrastructures. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'infrastructure, le pays ne se développera jamais. Et donc c'est ça qui est en application à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. Bernard Spitz. Allez-y, Bob. Oui, non. Je crois que c'est effectivement très, très, très important. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui aurait pu l'être par M. Cheng, je pense, et tout le monde s'accordera là-dessus, c'est la notion de long terme. Ce qui caractérise la politique chinoise, et ça c'est un mot qui plaît aux assureurs, c'est le long terme. Cette politique, elle est inscrite. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on cherche historiquement, depuis l'émergence de Deng Xiaoping, il y a eu plein d'épisodes, mais il y a eu Tiananmen, ça répond en partie à votre question, mais il y a quand même une constante énorme, et la route de la soie, c'est l'expression de cela. C'est une vision à long terme. Et donc, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est à la fois cette persistance, cette résilience de cette pensée long terme, qui est une force sur le plan international, et puis une approche conjoncturelle où tout d'un coup on réalise que ça se traduit concrètement. Par exemple, les assureurs ont vu que le principal compagnie d'assurance portugaise a été racheté par les Chinois. Bon, ça, tout d'un coup, ça prend une réalité. Un exemple parmi bien d'autres. Mais, et c'est aussi pour ça que la réponse multilatérale est importante. C'est qu'on voit bien que l'équilibre du monde se modifie, que ce qui s'était passé à Davos, pas cette année, mais l'année dernière, c'était une Amérique qui dit moi d'abord, et qui était donc dans le repli, alors que les Chinois vantaient le commerce international. Donc il y avait une transformation. Et on voit bien qu'il va falloir, là aussi, changer le système. On parlait de Bretton Woods. Qui était à la table de Bretton Woods? Ceux qui avaient gagné la guerre, c'est-à-dire pas ceux qui l'avaient perdue, qui sont dans le 2 des 7 puissances mondiales, pas les pays émergents qui n'avaient pas émergé, pas les institutions internationales qui n'existaient pas à l'époque. Et donc, c'est aujourd'hui, il faut repenser le système. Et ceux-là veulent jouer un rôle aujourd'hui à l'aune et intégrer cette gouvernance mondiale. On va s'arrêter là pour une pause d'une vingtaine de minutes. Juste, alors, une précision. Je vous avais proposé, en composant un numéro de SMS, d'envoyer des questions. J'ai plusieurs questions qui ont trait à la cybercriminalité et au cyberrisque. C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité. Je vous promets qu'on le traite dans la prochaine table ronde et que les questions qui viennent de la salle ne seront pas ignorées, mais seront posées. Merci André Chieng, merci Monique Barbu, merci Bernard Spitz pour cette contribution.